Alors vous voyez, ça c'est vous si vous faites exploser un petit pétard. Et ça, c'est la Terre si on fait exploser 10 milliards de bombes atomiques d'un seul coup. Mais qu'est-ce qui se passerait concrètement si on faisait exploser tout ça? Eh bien, rapprochez-vous, mes Sébastien Noirs, on va voir les conséquences dévastatrices si on fait péter de plus en plus de bombes atomiques. D'ailleurs, je préfère vous prévenir, on va aborder des détails qui peuvent peut-être choquer quelques personnes. Par exemple, je vais montrer le désastre provoqué par une bombe puis 150 et 3500. On fera aussi péter l'entièreté du stock d'armes nucléaires mondiales et finalement on verra qu'on peut faire bien pire avec des millions et des milliards de bombes. Ça va. Bref, je vous propose tout simplement de commencer avec une première bombe atomique. Et là, notre cobaye s'intéresse tout à coup à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il visite différents pays qui ont été marqués par ce conflit. Et il se rend notamment au Japon pour visiter le mémorial de la paix d'Hiroshima. Et ça lui donne une super idée. En fait, il veut lancer son business qui vend des kits de survie en cas d'attaque nucléaire. Et là, pour y arriver, il peut compter sur un truc formidable, c'est Odoo qui sera le partenaire de cette vidéo. Et Odoo, en fait, c'est une plateforme de gestion tout en un qui facilite la vie de millions d'entrepreneurs. Et au total, c'est plus de 45 applications flexibles, interconnectées et qui sont faciles à utiliser au quotidien. Comme avec notre cobaye Gustave, la création de sites web ou même la facturation, la compta, la gestion de projet et bien plus encore. Et donc là, notre petit cobaye a réussi à créer un site e-commerce grâce à Odoo et ses ventes explosent. En fait, l'avantage, c'est que toutes les applications Odoo sont réunies et interconnectées au sein d'une seule plateforme. Donc vos données et vos projets sont tous au même endroit. Et ça facilite tellement les choses. Par exemple, les ventes de Gustave sont directement liées à la compta et à la gestion des stocks. Et ça lui donne une vue d'ensemble de son activité en temps réel. Et en plus, comme c'est intuitif et facile à prendre en main, ça lui sort une grosse épine du pied. Mais vous pouvez aussi automatiser des processus pour éviter les tâches manuelles et répétitives. Bref, avec Odoo, le truc c'est qu'il n'y a plus besoin de jongler avec plein d'outils externes. Et en plus, la première application est gratuite à vie avec l'hébergement et le support en illimité. Et puis ensuite, vous avez accès à l'ensemble des applis Odoo à partir de 19,90 € par mois seulement. Donc vous pouvez aller checker leur site, le lien est dans la description. Et quant à nous, je pense que là, il est peut-être temps de voir les conséquences dévastatrices des bombes atomiques. Bon, je vous le dis tout de suite, là, oubliez les petites explosions de TNT dans Minecraft. En fait, le 6 août 1945, les États-Unis larguent une bombe atomique sur Hiroshima, une ville japonaise donc de 340 000 habitants. Et la bombe en question est surnommée Little Boy. Et sa puissance est équivalente à peu près 15 000 tonnes de TNT. Et à 8h15, Little Boy explose à environ 600 mètres au-dessus du centre-ville d'Hiroshima. Elle tue alors et elle blesse instantanément des milliers et des milliers de personnes. En tout cas, 3 jours après, les États-Unis larguent une deuxième bombe, cette fois-ci sur la ville de Nagasaki. Et donc ce sera alors les 2 premières et pour l'instant les 2 dernières bombes atomiques envoyées sur des cibles humaines de l'histoire. Et donc, une telle explosion, ça commence en vrai par une succession de plein de phénomènes. Et tout s'enchaîne extrêmement vite, c'est en millisecondes. Par exemple, à Hiroshima, la température de l'explosion est si élevée qu'elle enflamme l'air environnant. Là, une boule de plasma plus chaude que la surface du soleil se forme au point zéro, c'est-à-dire au centre de l'explosion. Puis, cette boule de plasma se transforme alors en boule de feu géante. Et elle grandit jusqu'à atteindre 300 mètres de diamètre. Et tout ce qui se trouve alors dans cette boule de feu est instantanément vaporisé. Que ce soit les bâtiments, les voitures, les arbres, les gens, tout s'évapore avec une telle chaleur. Et puis un nuage en forme de champignon s'élève au-dessus du point zéro et tout autour, les gens qui voient l'explosion sont aveuglés pour plusieurs heures à cause du flash. D'ailleurs, des témoins situés à 8 km d'Hiroshima racontent que la lumière était 10 fois plus puissante que celle du soleil. Bon, en réalité, une explosion atomique produit même un double flash de lumière très rapide. En tout cas, la chaleur dégagée par l'explosion va se propager et on appelle ça alors une onde thermique. Et d'ailleurs, elle est si chaude et si énergétique qu'elle met tout en feu dans un rayon de plusieurs kilomètres. Et du coup, tout ce qui est dans cette zone va brûler, que ce soit plastique, bois, tissu, cheveux, même peau. En tout cas, cette onde de chaleur va plus vite que le son. Vous l'entendez même pas qu'elle est déjà sur vous. Et là, il n'y a même pas le temps de comprendre ce qui se passe, il n'y a même pas le temps de se protéger, parce que l'instant d'avant, vous menez votre petite vie normale, puis l'instant d'après, vous êtes mort. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà vu cette photo célèbre qui est prise après le bombardement d'Hiroshima. En fait, les brûlures sur le corps de cette femme suivent le motif de son kimono. Mais je vous épargne aussi toutes les images des brûlés qui ont la peau qui se décolle. D'ailleurs, à ce propos, plus tard dans la vidéo, on parlera d'un phénomène de tempête de feu. Mais bon, en attendant, après l'onde thermique, Hiroshima est dévastée par une onde de choc. En gros, c'est le souffle de l'explosion, tout simplement. Et cette onde de choc, elle se propage d'ailleurs plus rapidement, elle aussi, que la vitesse du son. Donc, on parle d'un vent qui est plus puissant et qui est plus dévastateur que celui des pires tornades. Là, clairement, les infrastructures
infrastructures humaines ne peuvent pas résister à une telle puissance. Du coup, la plupart des bâtiments autour sont entièrement arrachés sur des centaines de mètres, que ce soit des maisons, des immeubles ou autres, vraiment des châteaux de cartes. En l'occurrence, pour Hiroshima, les 2/3 des bâtiments ont été détruits. Et l'onde de choc a été ressentie jusqu'à 60 km de là. Donc voilà, si vous êtes à l'extérieur, bon déjà, vous êtes toujours en train de brûler, mais en plus, vous êtes balayé par le souffle comme un grain de poussière dans une tempête. Ça, c'est ce que raconte d'ailleurs un rescapé d'Hiroshima. Un flash intense a retenti. C'est alors que j'ai été secoué et projeté au sol par une force immense. Lorsque le choc est venu, j'ai fermé les yeux, mais je ressentais encore la chaleur extrême. C'était comme si j'étais rôti vif plusieurs fois. C'était une chaleur terrible, bien pire que la douleur d'une opération sans anesthésie. Pour tenter de résister à cette chaleur intense, j'ai bougé ma main, mais je n'avais plus aucune sensation. J'ai aussi essayé de bouger mes pieds, mais je ne savais pas s'ils étaient encore reliés à mon corps. Et en fait, ceux qui ne sont pas tués sur le coup par l'onde de choc sont juste gravement blessés, notamment aux poumons, aux tympans ou même à d'autres organes. Ces blessures provoquent donc de graves hémorragies internes, c'est-à-dire que vos veines et vos artères elles explosent et votre sang s'échappe dans votre corps. Bon, en tout cas, à Hiroshima, l'explosion atomique a tué à elle seule entre 70 000 et 140 000 personnes, ce qui est beaucoup. Évidemment, plus vous êtes loin de l'explosion, plus vous avez de chances de survivre. Pour le moment, une seule bombe atomique n'a pas d'impact à grande échelle. Donc là, les conséquences sont principalement à quelques kilomètres autour du point zéro. Mais on va voir maintenant qu'une bombe atomique peut entraîner bien d'autres phénomènes vraiment mortels. Surtout quand on en fait péter 150. Dans toute l'histoire, un seul homme est connu pour avoir survécu à 2 explosions atomiques. Et il s'agit du japonais Tsutomu Yamaguchi. Et lui, le 6 août 1945, il se trouve à Hiroshima pour un voyage d'affaires. Et là, la bombe atomique explose à moins de 3 km de lui. L'onde de choc le plaque violemment au sol et il perd connaissance. Le temps passe et à son réveil, il a les tympans perforés et la vue qui est troublée. À ce moment-là, Tsutomu n'a qu'une seule idée en tête, il veut rejoindre sa famille. Alors dès le lendemain, il rentre chez lui à Nagasaki. Mais quelques heures après son arrivée, les États-Unis larguent la bombe Fatman et là Tsutomu assiste à ça. Il survit également à cette bombe-là. Ce ne sera pas les bombes atomiques qui vont le tuer. Cela dit, pas sûr qu'il survivra à 150 bombes atomiques. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous savez, les armes modernes sont bien plus puissantes que Little Boy. On a tendance à l'oublier. Donc sans rentrer dans les détails, la technologie à l'intérieur de ces bombes atomiques n'est plus la même. Pour prendre le cas de la France, une seule ogive nucléaire française vaut presque 300 000 tonnes de TNT. Donc en équivalent de bombes Hiroshima, ce serait 20 fois leur puissance. Mais vous verrez plus tard que certains pays ont même des bombes bien plus puissantes que ça. Ça, Monsieur le Président, c'est l'équivalent de j'en ai une plus grosse que la tienne. Bon, en tout cas, pour faire simple, on va continuer à prendre la Little Boy comme référence. Donc, imaginons qu'on fasse péter 150 Little Boy. Pour voir ce que ça donnerait, on peut se rendre à un endroit appelé Meteor Crater, dans le désert de l'Arizona. Et comme son nom l'indique, c'est un cratère de météorite qui est âgé de 50 000 ans et il mesure 1300 mètres de diamètre. Et justement, il s'est formé à l'impact d'un énorme météore. Et là, la collision a dégagé presque autant d'énergie que 2,5 mégatonnes de TNT, soit un peu plus de 150 bombes d'Hiroshima. À ce moment-là, c'est simple, toute forme de vie a été instantanément détruite, vaporisée même sur 4 km autour de l'impact. Et c'est simple, tout a brûlé instantanément dans un rayon de 10 km. Et d'ailleurs, une telle explosion, si elle pétait dans une ville, elle aurait encore plus d'impact. D'ailleurs, pour reprendre l'exemple d'Hiroshima, la bombe a endommagé toutes les infrastructures. Ça a provoqué des courts-circuits, des explosions de stocks de gaz et d'essence. Plein d'incendies ont été déclenchés de partout et se sont rapidement propagés. La température, bien sûr, après ça, a énormément augmenté et c'est devenu une vraie fournaise. Donc là, forcément, les survivants ont tenté de fuir et de se réfugier dans les rivières. Sauf que, hélas, ils ont fini noyés et emportés alors par le courant ou alors les débris. Mais la fumée de tous les incendies a aussi plongé la zone dans une ombre épaisse. Ce qui fait que les habitants d'Hiroshima ont carrément pensé que la nuit était tombée. Donc, écoutez, si on largue 150 bombes sur une seule ville, elles risquent de se transformer en un brasier géant. D'ailleurs, même si vous êtes éloigné ou abrité dans un bunker, vous n'êtes pas en sécurité. Par exemple, à Hiroshima, il y a beaucoup de gens à plusieurs kilomètres qui ont remarqué le flash de l'explosion. Et là, par réflexe, ils se sont approchés des fenêtres pour regarder, sauf que quelques secondes plus tard, l'onde de choc est arrivée jusqu'à eux. Et là, ça a pulvérisé les vitres en milliers de morceaux, comme autant de petits poignards, sur un rayon de 16 km tout autour. Et donc, tous ceux qui étaient proches des vitres ont reçu des éclats de verre tranchants projetés à toute vitesse. Sans doute que la plupart ont été tués d'ailleurs sur le coup. Mais bon, admettons, vous n'êtes pas proche d'une fenêtre, et bien malgré ça, vous êtes quand même en danger, y compris dans un bâtiment assez solide pour résister à l'onde de choc. Le jour du largage de la bombe atomique, j'étais à la maison. Je lisais allongé par terre avec un ami. Quand l'explosion a eu lieu, mon
mon ami et moi avons été projetés dans une autre pièce. J'ai perdu connaissance à un moment. Quand j'ai repris conscience, j'ai cru que ma maison avait été directement touchée par une bombe. J'ai regardé autour de moi et j'ai constaté que toutes les maisons alentour s'étaient effondrées. Ma maison était derrière un entrepôt, ce qui l'a protégée. Mais ensuite, un incendie s'est déclaré et l'a ravagée. En fait, le souffle de l'onde de choc, il peut s'engouffrer dans les bâtiments. Et du coup, là, l'air va rebondir contre les murs et prendre de la vitesse dans les espaces les plus étroits. Et du coup, si quelqu'un se trouve sur le passage du souffle, eh bien, il est violemment projeté. Sachant que la force du vent peut représenter plusieurs fois le poids d'un être humain. Bref, si on faisait 150 bombes atomiques comme celle d'Hiroshima un peu partout dans le monde, eh bien, si on multipliait à la louche le nombre de victimes d'Hiroshima, ça ferait 16 millions de morts. Après, dans les faits, quand même, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, la quantité de dégâts dépend énormément du contexte. Que ce soit le nombre de personnes, les matériaux de construction des bâtiments, la météo, le sens du vent. Mais bon, ça nous donne une estimation et dans tous les cas, on est très loin de la puissance destructrice de 3333 bombes atomiques. En 1961, l'URSS largue la bombe la plus grosse et la plus puissante de l'histoire. Elle s'appelle la Tsar Bomba, elle fait la taille d'un bus. Et là, ils ont envie de la tester et du coup, ils la font péter au-dessus d'un archipel sauvage au nord de la Russie. Et sa puissance est tellement élevée que l'éclair à lui seul dure plus d'une seule minute. Là, la boule rouge de feu grossit jusqu'à atteindre 10 km de diamètre et elle sera visible alors à plus de 1000 km de distance. En quelques minutes, le nuage en champignon monte jusqu'à 67 km d'altitude. En fait, la puissance de cette explosion représente 50 mégatonnes de TNT. C'est environ 3333 fois la puissance de Little Boy. Là, l'onde de choc de la bombe va faire 3 fois le tour de la Terre. Il va générer un séisme de magnitude 5 quand même au point zéro. Bref, absolument tout est détruit sur un rayon d'au moins 35 km, parfois même plus loin. Et il y aura un blackout nucléaire durant presque 1 heure sur des centaines de kilomètres. Une explosion atomique, ça va perturber les ondes radio. En fait, ça interfère avec les radios, les téléphones, les radars, les GPS. Et du coup, résultat, il y a plein d'outils et de systèmes qui sont en panne un certain temps. Donc, c'est simple, si on largue une Tsar Bomba ou 3333 Little Boy, la zone où ça va péter est coupée du monde. Et les survivants vont alors devoir se débrouiller tout seuls, mais vraiment tout seuls. Par exemple, à Hiroshima, les hôpitaux ont été détruits par l'onde de choc. Et 90% du personnel médical a été tué ou blessé. Et les villes autour n'étaient pas équipées pour faire face à autant de blessés graves. Et donc, résultat, des milliers de gens sont morts de leurs blessures. Alors qu'ils auraient pu survivre si on les avait secourus et soignés à temps. Mais c'était plus possible. Du coup, beaucoup ont connu une mort lente et douloureuse coincée dans les décombres. Exactement d'ailleurs comme avec les séismes. Et d'ailleurs, beaucoup sont aussi morts asphyxiés ou intoxiqués par les fumées des incendies. Et donc, au final, les conséquences des bombes nucléaires font plus de morts que l'explosion et les radiations autour au moment de l'impact. Je vous propose qu'on regarde maintenant ce que ça ferait de faire péter 3333 bombes atomiques sur Paris. Et là, pour l'expérience, on peut utiliser un simulateur qui s'appelle Nuke Map. Et là, c'est très simple, le résultat fait froid dans le dos. On a environ 7 millions de morts et 2,5 millions de blessés. Et là, tout est détruit sur quasiment 9 km à la ronde. Et les dégâts s'étalent sur plus de 50 km autour de l'explosion. Toutes les infrastructures sont endommagées, il n'y a plus d'eau potable, plus de gaz, plus d'électricité. Les gens vont pas tarder à mourir de soif et des maladies qui se développent. Et d'ailleurs, s'il se met à pleuvoir, faut éviter à tout prix le contact avec cette eau. Pour reprendre Hiroshima, il se trouve qu'une pluie noire s'était abattue sur les survivants peu après l'explosion. En fait, les gouttes étaient chargées de cendres et de poussière hautement radioactives. Et du coup, ces gouttes avaient parfois la taille de grosses billes et n'étaient même pas capables d'éteindre les flammes. Et cette eau a contaminé et pénétré impitoyablement la peau et les blessures des survivants. Parce que oui, en fait, les bombes atomiques, elles libèrent aussi beaucoup de matière radioactive. Bien plus qu'un accident nucléaire d'ailleurs comme celui de Tchernobyl. Et donc ça, c'est les fameuses retombées nucléaires. Mais elles sont invisibles et silencieuses et elles se dispersent plus ou moins en fonction des conditions. Après, ça dépend beaucoup de la direction et de la vitesse du vent. À Hiroshima, les retombées nucléaires ont contaminé des zones très éloignées du point zéro. Et au fil des jours, les effets ont commencé à se faire ressentir. Immédiatement après le bombardement, j'ai eu une forte fièvre qui a duré 10 jours. J'ai présenté les symptômes de la maladie des radiations. Des taches violettes sont apparues sur tout mon corps. Je me souviens plus du nombre de jours qu'il m'a fallu pour pouvoir remarcher. Un jour, j'ai demandé une canne, mais je ne pouvais pas marcher droit. Mes jambes étaient si maigres et tremblantes, j'ai titubé vers un miroir et je suis tombée complètement malheureuse, car je n'avais plus de cheveux. Ils étaient tous tombés. Là, les premiers symptômes sont généralement des nausées, des vomissements et une perte d'appétit. Mais il peut y avoir aussi une forte fièvre, des saignements, des pertes de dents ou même de cheveux. Et si vous étiez proche de l'explosion, la dose de radiation est tellement forte qu'en fait, elle peut vous tuer en l'espace de quelques jours, si c'est pas autre chose qui vous tue avant. Et encore plus si vous êtes à découvert et sans masque de protection. Et du coup là, avec nos 3333 bombes atomiques, les morts se compteront donc par millions. Voire beaucoup plus si en fait on fait pas péter une seule bombe à un seul endroit comme avec Paris, mais plein de petites bombes un peu partout sur le globe. D'ailleurs, ce bilan va encore s'alourdir car on va maintenant déclencher toutes les armes atomiques de la planète.
En 1883, le monde est secoué par l'éruption du Krakatau, qui est un volcan vraiment adorable qui est situé en Indonésie. Regardez-moi ça. Et donc c'est simple, l'éruption cataclysmique que ça déclenche libère alors la force explosive de 200 mégatonnes de TNT. C'est à peu près 13 000 Little Boy. Elle va provoquer un bruit effroyable qui est l'un des plus forts entendus sur Terre. Là, 70% des îles tout autour sont détruites par l'éruption et environ 36 000 personnes sont tuées. Les conséquences vont alors être ressenties de partout dans le monde pendant des jours entiers. Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'humanité pourrait déclencher une catastrophe encore pire. De nos jours, sur les 200 pays que compte le monde entier, il y a à peu près 9 pays qui possèdent l'arme nucléaire et avec un stock qu'on estime à 15 000 ogives nucléaires. Mais sachant quand même que c'est un peu pipé, c'est pas réparti équitablement, parce que la Russie et les États-Unis à eux seuls ont plus de 10 000 ogives nucléaires. Alors que la France, elle en a à peu près 300. Mais pendant la guerre froide, c'était encore pire. En fait, le stock des bombes atomiques se comptait par dizaines de milliers. Et d'ailleurs, à cette époque, on est passé à un cheveu de la Troisième Guerre mondiale. En 1983, Stanislav Petrov, il surveille les radars dans une base militaire soviétique. Et lorsque tout à coup, là, il reçoit une alerte. Il voit sur son écran 5 missiles intercontinentaux qui viennent d'être envoyés depuis les États-Unis. En niveau d'urgence, on est à 5 sur 5, la panique est totale, et là, Stanislav n'a alors que quelques minutes pour prendre une décision. Selon la procédure, en tout cas, il doit prendre le téléphone et donner l'alerte pour riposter instantanément. Sauf que plus il regarde son écran, moins il arrive à y croire. En fait, c'est bizarre parce que si les États-Unis attaquaient vraiment l'URSS, ils enverraient bien plus que 5 missiles. Alors, Stanislav va désobéir au protocole et donnera pas l'alerte. Il y aura de longues minutes qui vont passer et rien ne se produit. Et il a eu raison, parce que les satellites soviétiques avaient pris les reflets du soleil sur des nuages pour des missiles. Et là, Stanislav, il devient un héros, puisqu'en désobéissant, il vient d'éviter une troisième guerre mondiale et potentiellement la fin de l'humanité. Mais là, vous savez, aujourd'hui, depuis quelques années, bien certains dirigeants recommencent à agiter la menace nucléaire. Il se trouve que, en tout cas aujourd'hui, le risque d'une telle attaque nucléaire est à son plus haut niveau depuis la guerre froide. Alors c'est simple, on va imaginer un scénario catastrophe de troisième guerre mondiale. Un scénario où 100% des armes nucléaires de la planète sont déclenchées en même temps. Et pour commencer, c'est simple, on va toutes les faire péter au même endroit. Par exemple, au milieu de la forêt amazonienne, comme ça on a de la place. Et bien là, en moins d'une seconde, une boule de feu large de 50 km vaporise tout sur son passage. Suite à ça, on a un cratère de 10 km qui se forme et tout ce qui se trouve dans un rayon de 250 km commence à brûler. Et là, le bruit de l'explosion fait le tour de la Terre des dizaines de fois au cours des prochaines semaines. Suite à ça, un incendie monstrueux se propage sur toute l'Amérique du Sud, tandis qu'un nuage radioactif se répand et tue rapidement les formes de vie les plus proches. Voilà pour l'Amazonie, mais maintenant imaginons que ces 15 000 bombes atomiques, on va les répartir sur toute la planète. Eh bien, déjà, les spécialistes ont estimé qu'il faudrait en moyenne 3 armes nucléaires modernes pour détruire une grande ville. Et comme la moitié de la population mondiale est répartie sur environ 5 000 grandes villes, en gros, avec 15 000 bombes atomiques, on pourrait détruire toutes les grandes villes et tuer au passage à peu près la moitié de la population mondiale, donc à peu près 4 milliards de personnes. Mais en plus, les éléments radioactifs se répandent un peu partout sur la planète en fonction du vent. Donc, la majorité des survivants seront exposés à des radiations élevées. Là, ça provoquera énormément de cancers au cours des mois et puis des années qui suivent, comme ça a été le cas à Hiroshima. Au moment du bombardement d'Hiroshima, ma mère avait 6 ans. Elle vivait à 2 km du point zéro. J'ai été témoin de ses souffrances tout au long de ma vie. Maladie de l'oreille interne à 30 ans, injection pour augmenter sa quantité de globules rouges durant sa quarantaine, cancer multiple à la cinquantaine, elle est décédée à l'âge de 62 ans. Mon grand-père est mort d'une maladie grave due aux radiations. Ma grand-mère est morte d'un cancer du poumon. Ma cousine est morte d'une maladie auto-immune pendant sa cinquantaine. Je suis heureuse d'avoir atteint 50 ans. Je n'aurais jamais imaginé survivre aussi longtemps. Entre 1945 et 1980, plus de 2400 essais nucléaires ont été réalisés dans différents pays. Généralement, c'était dans des lieux isolés, ou alors très très haut dans l'atmosphère. Pourtant, même s'ils étaient éloignés de tout, ces essais ont eu des graves conséquences sur la santé humaine. Puisque les médecins estiment que 2,4 millions de personnes dans le monde vont finir par mourir de cancer à cause des essais nucléaires. Et donc là, très clairement, avec nos 15 000 bombes nucléaires, on peut au minimum avoir des centaines de millions de cancers, même si les gens n'étaient pas proches de l'explosion. Et ça, c'est en plus évidemment de toutes les personnes qui ont été vaporisées lors de l'explosion, bien sûr. Mais bien entendu, ce n'est pas le pire qu'on puisse imaginer. Je vous propose de voir les conséquences de plus de 2 millions de bombes atomiques. Alors, en 1815, l'humanité a subi l'une de ses pires éruptions volcaniques, parce que le volcan Tambora a libéré autant d'énergie que 33 000 mégatonnes de TNT, ce qui fait à peu près l'équivalent de 2,2 millions de Little Boy. Lors de son éruption, 117 000 personnes perdent la vie dans les îles autour, et de nombreux phénomènes vont faire des victimes dans le monde entier. Et donc c'est simple, si on fait péter 2 millions de bombes atomiques, on va aussi observer des phénomènes spectaculaires. Par exemple, de la foudre nucléaire qui se forme dans le nuage de l'explosion. Et ce genre de foudre
est entre 10 et 100 fois plus brillante que les éclairs naturels des orages. Et elle dure plus de 100 fois plus longtemps. Ça veut dire que donc pendant plusieurs secondes, vous pouvez observer ces éclairs qui vous éblouissent totalement. Vous savez, les explosions atomiques peuvent aussi créer une matière très étrange. En 1945, les États-Unis testent dans un désert le tout premier prototype de bombe atomique. Et là, la chaleur dégagée est telle qu'elle fait fondre le sable du désert. Et il se trouve que lorsque tout est terminé, quand on revient sur place, que ça a eu le temps de refroidir bien sûr, ce sol est recouvert d'une sorte de verre coloré, souvent de couleur verte d'ailleurs. Et là, plusieurs échantillons ont alors été prélevés, et on a découvert alors que cette matière étrange est d'une complexité incroyable. Et là, ce nouveau minéral est alors appelé la trinitite. D'ailleurs, encore aujourd'hui, des chercheurs continuent de l'étudier et de faire des découvertes qui font avancer la science. Mais un phénomène encore plus spécial peut se produire. Alors pour comprendre, on retourne à Hiroshima quelques semaines après l'explosion de Little Boy. Parce que là, des scientifiques réalisent que le flash surpuissant de la bombe a décoloré le sol. Mais il se trouve que tous les endroits qui étaient protégés du flash n'ont pas été décolorés. Donc c'est très étrange, mais on peut voir des formes apparaître sur le sol. C'est un petit peu comme une sorte de photo géante qui capture l'instant exact de l'explosion. Là par exemple une forme de pylône, de barrière, mais aussi des silhouettes humaines. On a même découvert l'ombre projetée d'un homme avec une échelle. Le corps en lui-même a disparu lors de l'explosion, mais la silhouette est restée. Et d'ailleurs ce phénomène on l'appelle les ombres d'Hiroshima. Mais bon, là revenons sur notre expérience puisque nos 2,2 millions de bombes atomiques vont provoquer bien entendu un séisme. Et comme la Tsar Bomba avait déclenché un séisme de magnitude 5, bien là avec nos 2,2 millions de bombes, on serait sans doute sur quelque chose de 660 fois plus puissant. Mais bon, en tout cas, faut s'attendre à un enchaînement gigantesque de séismes. Et ça, c'est pas terminé. En fait, une telle explosion déclenche ce qu'on appelle une tempête de feu. À Hiroshima, des centaines de petits incendies ont été combinés pour former une tempête de feu. Et l'incendie avait atteint alors une telle intensité qu'il a généré son propre système de vent. C'est-à-dire qu'en fait, des vents violents étaient attirés de tous les côtés. Et il se dirigeait alors vers le centre de l'incendie, là où l'air était le plus chaud avant de remonter, et donc créer le fameux champignon. Et cette tempête de feu a alors aggravé les dégâts matériels et le nombre de victimes. Et elle a alors à elle seule ravagé tout dans un rayon de 7 km autour du point zéro d'Hiroshima. De nombreuses personnes dans la rue ont été tuées presque instantanément. Le bout des doigts de ces cadavres a pris feu et le feu s'est propagé à tout leur corps. Un liquide gris clair a coulé sur leurs mains. J'étais tellement choquée d'apprendre que des doigts et des corps pouvaient être brûlés et déformés ainsi, j'arrivais pas à y croire, c'était horrible. Pendant des années, j'ai eu une peur bleue du feu. Je ne pouvais même pas m'en approcher, car tous mes sens se souvenaient de l'horreur du feu, de sa chaleur et de la difficulté à respirer l'air chaud. Mais certains survivants d'Hiroshima ont même raconté avoir vu des tornades de feu. Malgré tout ça, vous voyez, on n'a pas encore parlé du phénomène le plus mortel. Parce qu'il se trouve qu'à partir d'une certaine puissance, les bombes atomiques peuvent déclencher un hiver nucléaire. En gros, une immense quantité de matière est projetée dans l'atmosphère par l'explosion. Et ces tonnes de poussière et de cendres vont alors flotter en l'air pendant très longtemps. Elles font une sorte de pare-soleil, elles empêchent la lumière du soleil d'atteindre la surface de la Terre. Et bien du coup, la température à la surface va chuter. Ça, c'est ce qui était arrivé avec l'éruption du Tambora en 1815 et dont j'ai déjà parlé. Parce que l'année suivante, eh bien, on l'avait surnommée l'année sans été. Là, les récoltes alors n'avaient pas poussé, les populations de poissons avaient chuté brutalement. Et du coup, faute de nourriture, les gens ont abattu leurs chevaux qui leur servaient à se déplacer pour pouvoir les manger. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'un Allemand avait inventé la draisienne, qui était l'ancêtre du vélo. Comme il n'y avait plus de chevaux, il avait créé un nouveau moyen de locomotion, quoi. Au bas mot, des centaines de milliers de personnes étaient mortes de faim. D'ailleurs, un tableau illustre très bien des gens en train de cueillir de l'herbe pour ensuite la manger. D'ailleurs, petite parenthèse, mais une étude récente a modélisé les conséquences d'un hiver nucléaire s'il y avait eu une guerre nucléaire mondiale. Et selon cette étude, la famille qui en résulterait entraînerait la mort d'environ 5 milliards de personnes. Pour le dire autrement, avec 2,2 millions de bombes atomiques, l'humanité serait presque éradiquée. Mais, il resterait des survivants. Et c'est pour ça qu'il est temps de sortir le grand jeu avec cette fois-ci 10 milliards de bombes atomiques. Bon, vous connaissez probablement l'astéroïde Chicxulub, qui est donc le fameux astéroïde qui a accéléré l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Sachant que quand cette grosse caillasse a pété sur Terre, elle a fait un cratère de 177 km de diamètre. Et l'impact a alors entraîné la disparition d'au moins 50% des espèces de la planète. En tout cas, les estimations sur l'énergie libérée par l'impact varient énormément. Mais on parle en tout cas de milliers de milliards de tonnes de TNT. Et de l'équivalent d'au minimum 5 milliards de bombes Little Boy.
Donc on va pouvoir utiliser les conséquences de cet astéroïde pour prévoir celles des 10 milliards de bombes atomiques. Mais c'est pas non plus un nombre qui est choisi au hasard, ces 10 milliards, parce qu'on estime qu'il y a environ 35 millions de tonnes d'uranium dans la croûte terrestre. Ce qui permettrait d'alimenter, si on pouvait tout extraire, l'humanité pendant 2000 ans, en énergie nucléaire donc. Ou alors si on était des gros bâtards, on pourrait aussi construire 10 milliards de bombes atomiques comme Little Boy. Un autre cas de figure, pourquoi pas. Non! On veut pas! Et donc si on empilait toutes ces bombes-là, on pourrait former un cube de 3 km de haut. Et ce cube contiendrait à peu près autant d'énergie que l'astéroïde de Chicxulub. Sauf que là, en plus, évidemment, c'est nucléaire. Comme du coup on aime bien l'Amazonie, parce que c'est quand même sympa, c'est le poumon de la planète et tout, eh bien on a décidé de le faire péter en Amazonie. Alors c'est parti pour l'explosion du millénaire. Autant dire que MrBeast la peut pas rivaliser. T'imagines? Oh, ce serait chelou, ce serait trop chelou. Là, nos 10 milliards de bombes forment une boule de feu titanesque. En fait, elle s'élève si haut dans le ciel qu'on peut la voir de partout depuis la moitié de l'Amérique du Sud. Là, un cratère d'au moins 100 km de diamètre se forme, et là, la puissance et la chaleur sont si élevées que le sol se liquéfie et éclabousse comme de l'eau, ou plutôt comme de la lave. D'ailleurs, c'est aussi ce qui s'était produit avec l'astéroïde de Chicxulub, parce que lors de l'impact, la croûte terrestre avait été secouée par un séisme gigantesque. D'ailleurs, bien plus puissant que tout ce que l'humanité a connu jusqu'à présent. Là, toutes les villes s'effondrent en un rien de temps, et des millions de tonnes de roches et de matière sont projetées à une telle vitesse que certains atteignent l'espace. Bon, évidemment, l'ISS, elle est réduite en miettes par les débris. Je sais quand même pas que ça à faire, je suis Thomas Pesquet. Sauf que le truc, c'est que comme cette explosion arrache des morceaux de la Terre, ben ces morceaux, ils vont finir par retomber dessus. Et donc, ça se transforme en météores, et même plus exactement en une pluie de météorites brûlantes et qui vont réchauffer fortement l'atmosphère. Notre petite planète va atteindre alors des températures similaires à un four et tuer des milliards de plantes, d'animaux et bien entendu d'êtres humains. Résultat, des méga incendies et des tempêtes de feu se déclenchent de partout sur Terre. Tous les feux produisent énormément de cendres qui vont alors former un épais nuage planétaire. Là, à partir de là, la lumière du soleil ne peut plus atteindre le sol. Les températures chutent alors jusqu'à descendre en dessous de zéro en moyenne, soit 15 degrés de moins par rapport à la moyenne actuelle de la Terre. Et donc ça peut paraître contre-intuitif, mais après avoir été carbonisé, notre planète se met à geler. Et cet hiver nucléaire global pourrait alors durer au minimum des dizaines et des dizaines d'années. Bon là, très clairement, c'est le début d'un nouvel glaciaire absolument terrible. Là, ça entraîne alors l'extinction de la plupart des plantes ou même des animaux, et y compris des humains. La plupart des technologies modernes sont en panne à cause des perturbations du champ électromagnétique de la Terre. Chaque recoin de la planète est aussi couvert de matière radioactive. Là, je ne vous cache pas qu'à ce stade, c'est plus vraiment un problème, vu qu'il n'y a plus grand chose de vivant sur Terre. En fait, on est face à ce que certains chercheurs appellent un holocauste nucléaire, c'est-à-dire un scénario où la Terre devient inhabitable à cause d'une explosion massive d'armes nucléaires. Et les personnes qui ont la chance d'être dans des bunkers ou des sous-marins profondément sous terre ou sous l'eau peuvent peut-être survivre quelque temps. Mais jusqu'à ce que leurs réserves de nourriture soient épuisées. À partir de là, un holocauste nucléaire entraîne un effondrement de la civilisation et à notre niveau, ça provoque aussi l'extinction de l'espèce humaine. Après, gardez un truc en tête, même 10 milliards de bombes atomiques, ça ne peut pas détruire la planète. Donc notre planète survivra. Et tôt ou tard, tout sera probablement remis à zéro. Après plusieurs millions d'années, de nouvelles formes de vie émergeront sans avoir connaissance des ravages du passé. Et bien voilà, pour vous rassurer un petit peu, rappelons-nous quand même qu'aucun bombardement atomique n'a eu lieu sur les populations depuis 1945. D'ailleurs, il n'est pas exclu que du coup, nous ne fassions plus jamais appel aux armes nucléaires, que ça nous a servi de leçon. D'ailleurs, même pendant la guerre froide, où les tensions et les stocks d'armes étaient au plus haut, eh bien, il ne s'était rien passé. Parce qu'on sait que si on active l'arme nucléaire, c'est peut-être le dernier bouton sur lequel on pourra appuyer. Et d'ailleurs, avant de conclure, j'ai une anecdote intéressante à vous partager, puisqu'il se trouve que certaines personnes peuvent rêver ou cauchemarder en fait sur une apocalypse qui est causée par une guerre nucléaire. Ça peut représenter une période de tension intérieure, peut-être un sentiment de perte de contrôle ou une peur de l'inconnu. Ça peut aussi révéler aussi un pessimisme face à l'avenir, ou même une déconnexion par rapport à la société, un désir de changement. Donc c'est pas si mauvais que ça en vrai. Et si la thématique des rêves vous intéresse, vous adoreriez, je pense, la saga Noisuli, et qui sortira très prochainement. Merci d'avoir vu en tout cas la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine vidéo.